On disait le bachot, Oui, il y avait d'ailleurs. une première partie, une deuxième partie l'année d'après. On le disait le bachot, alors Oui, que maintenant, on ne dit bachot, plus du tout on dit le bac. Mais alors, à l'époque, c'était un vrai examen. Oui, Et non, mais on il y est avait- avec Albéric, professeur d'histoire et fidèle auditeur de l'émission. C'est vrai que Albéric, aujourd'hui, le bac, faut vraiment, pour ne pas l'avoir, faut mettre de la bonne volonté. Combien de réussites au bac? Oh, là, vous me posez une colle. Bon, c'est 93%, non? Ouais. Mais ça doit être énorme, oui, en effet. On a vu le coup venir dans la dévalorisation du bac. Il y a à peu près 15 ans de ça, même 10 ans de ça, quand on a vu le brevet des collèges massacré. Alors que le brevet des collèges était enfin le rescapé de ce qu'on appelait avant le certificat d'études primaires, qui avait été retenté par Lionel Jospin dans les années 80. Je faisais partie des élèves en 5e. Et c'est la seule année où Lionel Jospin avait lancé ça pour essayer de mettre en place une préparation à l'examen. Mais il y avait la politique de la mise en valeur d'un examen et de l'épreuve. On pouvait par exemple avoir des difficultés scolaires, ce qui était mon cas d'ailleurs, en BEP Vente Action Marchande à l'époque, en lycée pro. Et Est-ce que vous avez fait un BEP? ah oui, moi j'ai fait du lycée pro, moi. Et c'est Et incroyable. après, vous êtes Et j'ai fini directeur et prof d'histoire-géographie. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il y avait de l'intelligence dans les années 80. Le BEP CAP des années 80, aujourd'hui, le niveau, c'est le BTS. Mais malgré tout, le brevet n'était pas obligatoire. Moi, Alors, je me le souviens brevet que n'était pas obligatoire, ma mais... mère nous avait autorisé, ma sœur jumelle et moi, à ne pas le passer pour nous envoyer je ne sais où en séjour linguistique. Alors, on était les deux seuls de l'école, mais il y avait un truc où ça n'était pas obligatoire, donc malgré tout, la pression n'était pas immense. Oui, mais c'était un examen. Il a bon dos. Honnêtement, c'était un examen qui était intéressant. Il avait une planche à voile et il y avait des vagues. C'était plutôt dans le sud-ouest. Voilà, Bon. et c'était dans le sud-ouest. Le séjour linguistique. Ça a été très linguistique comme séjour, effectivement. Beaucoup de langues. Oui. Alors, Non, mais, linguistique veut dire langue, enfin tout simplement. Caroline, écoutez, cette émission est ils ont un esprit très mal placé. Faites pas l'innocent alors que vous avez tendu la paix. Mais d'abord, je n'ai rien tendu. Bon, on va revenir au brevet. Oui. Voilà. Non, mais qui n'était pas obligatoire, donc il n'y avait pas une pression ça non plus ça majeure. n'empêche que quand même l'examen était vraiment Le brevet, c'était pédagogiquement important. Moi, je me excellent. souviens du brevet. Et quand on a eu le contrôle continu, mes propres enfants, ma foi, dans les années, il y a même pas 4-5 ans, quand ils ont passé leur brevet des collèges, ils m'ont dit, papa, de toute façon, on l'a déjà. On l'a déjà. Non, mais il disparaît pour le c'est bac vraiment aujourd'hui. dramatique. Et quand on a vu que le bac allait passer à la moulinette, À la moulinette. plus merci. qu'à la limonade. Voilà, oui. À la moulinette, dans cette situation, c'est triste parce que il y a une vraie dévalorisation de cet examen. Mais je vais vous dire, les parents aussi sont responsables. Parce que les alors, parents... en quoi alors là, Alors là, vraiment, je vois pas de en quoi. Parce que moi, j'étais souvent, je trouve parent que et les parents directeur. sont responsables Comme de j'ai plein pas de terminé choses. ma phrase, Oui. vous le saurez pas. Les parents ne veulent plus que leur enfant... Et des coups de pression. Non, les parents ne veulent plus que leur enfant n'aille pas jusqu'au bac. C'est une exigence. Si vous dites à des parents, en 5e, votre fils n'est pas, ou votre fille n'est pas calibré pour aller plus loin, et il faut aller sur une voie d'orientation différente, c'est ce qui se passait il y a 40 ou 50 ans. STMG, on appelle ça aujourd'hui. STMG, c'est un bac. Attention, c'est pas mal, STMG. C'est pas mal, une filière STMG. plus techno. Oui, mais c'est quand même un bac. Ouais. Là, je vous parle à la fin de la 5e ou à la fin de la 3e de dire vous allez aller en CAP, etc. Les parents, ils admettent pas de ça. Ils veulent, quoi qu'il arrive, que leur enfant... ils achètent la paix sociale comme ça à la maison, c'est plus facile, et tu vas jusqu'au bac, et puis après, tu as des enfants, effectivement. C'est pas un service qu'on rend aux enfants. C'est parce que tout le monde veut mettre ses enfants dans le tertiaire aussi. Oui, Plus personne puis tout le veut monde- faire tout le monde- oui, mais vous avez les raison. travaux manuels, c'est terminé tout ça. Mais c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Je vais vous dire, c'est une erreur parce que Et ces c'est enfants aussi l'éducation seront- nationale qui a voulu ça. Hein. Mais ces enfants seront peut-être 10 fois plus Bien sûr. heureux. Et je vois par exemple les enfants qui partent vers la cuisine notamment. Je suis Tout à fait. frappé combien ils trouvent leur envol et combien ils sont heureux à faire un métier
tout le monde ne peut pas être ou professeur d'histoire ou faire un métier dans le tertiaire. On marque une pause à 17h42 et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs, peut-être que les choses vont changer parce que peut-être que les métiers manuels vont être révalorisés et ce serait pas une mauvaise chose. Et qui a été aussi directeur d'une école hors contrat. Oui. Bon, l'orthographe. Et un peu sous contrat aussi, mais c'était des écoles prioritaires comme la Fondation d'Auteuil. L'orthographe. Oui, l'orthographe. L'orthographe, bon, il est en déshérence. Alors, le ministre a pris une décision. Je suis partagé. D'abord, je trouve que la décision est urgente et il a raison. Mais il y a un problème, il y a un mais. Le mais, c'est que personne n'est prêt. Ah, même pas lui, parce que quand on lui demande d'écrire accueil, exactement. C'est-à-dire que nous avons une génération de jeunes professeurs que je salue, qui sont courageux, qui tiennent le coup, parce qu'en plus, ils sont affrontés aux résultats d'une politique sur la discipline et le comportement, mais eux-mêmes n'ont pas et de repérer toutes les fautes. Ah bon? Ah mais oui. Et aujourd'hui, nous manquons de professeurs dignes du professeur que vous avez mis en lumière ce matin sur CNews, qui part à la retraite. Ah, c'était formidable. Bon, c'est un professeur qui a maintenant 60 ans, 65 ans, qui est de la génération précédente. Eux, ils avaient encore la connaissance de l'orthographe. Mais les jeunes professeurs, c'est la méthode globale, c'est les années 70-80 qui sont des périodes d'essai, et c'est une succession de programmes déstabilisants et déstructurés pendant 30 ans quand même. Entre 80 et 2010, ça a été un massacre. Ça a été un massacre. Et donc, on est en train de demander à des professeurs de repérer des fautes qui vont peut-être pas réussir à toutes les repérer, avec une exigence qui est nécessaire, mais qui est rude dès le premier coup. Et on va demander de corriger des copies d'élèves qui n'ont pas connu de dictée. Ou alors des dictées à trous, ou des dictées mémorisées. C'est-à-dire que la génération qui connaît les dictées, Pascal, ils n'ont pas encore terminé le CM2. Ils sont en CM1. La dictée est revenue il y a seulement 4 ans. Les leçons ne sont plus apprises par cœur. Et donc, et la règle de grain-de-mer, c'est monstrueux. Donc, c'est scandaleux de massacrer encore des enfants et des élèves. C'est scandaleux. Ils sont pris au piège. C'est comme si on disait une équipe de foot de Carquefou ou de Nantes dans un bon petit club de la commune. Ouais. Mais là, je parle pas des professionnels. Je parle voilà. Et puis tu pars jouer avec Mbappé et tu as intérêt à bien jouer. Il n'a pas d'entraînement. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer pendant la correction, pendant les 3 jours là qui arrivent de la correction du bac. Vous parlez de sport et moi souvent je fais le parallèle, c'est ça qui est extraordinaire. Le seul domaine où on a progressé toujours et tout le temps dans les apprentissages, c'est précisément le sport. Parce qu'il n'y a pas le choix, puisque la performance est au rendez-vous. Et au bout du chemin, la performance est l'objectif. Et elle est acceptée, alors que les parents n'acceptent plus l'exigence des profs. Et encore, elle est acceptée jusqu'à maintenant. Parce que beaucoup d'entraîneurs, et dans des petites associations sportives de communes, ils sont mis à l'épreuve. Oui, mais le sport... Ils sont quand même mis à l'épreuve. Moi, il y a une chose qui est tout à fait frappante avec le sport, c'est que tu acceptes ton niveau. Le sport te renvoie à ton niveau. Je ne connais personne qui dise « j'aurais pu être Federer ». En revanche, je connais plein de gens qui disent « j'aurais pu être Gérard Carrérou, j'aurais pu être un grand acteur, j'aurais pu être un grand journaliste ». Parce que tout cela est plus subjectif. Pourquoi lui présente et pas moi ? Tout ça est très subjectif. Dans le sport... il peut y avoir les audiences. Oui, par mais exemple. Vous le savez bien, Jules, vous êtes à ce micro, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent dans la profession et qui disent « mais Torres, il n'est pas meilleur que... » Assez peu, j'ai eu assez peu d'écho de ce type-là. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est dans des domaines évidemment subjectifs. Un présentateur de télé, si vous faites la liste des présentateurs de télé, beaucoup de gens doivent se dire dans le métier. Ils voient Léa Salamé, ils voient... Oui, parmi les stars, personne ne comprend pourquoi on leur a pas donné le 20h, par exemple. Exactement. Ils ne comprennent pas, en l'occurrence, que parfois, Léa Salamé, elle a beaucoup de talent. Tout le monde n'est pas Léa Salamé, pour dire les choses.
Comme tout le monde n'est pas Federer, mais dans le domaine du sport, il y a quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien le sport. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que tous ces gosses qui sortent de milieux parfois défavorisés, ils font l'effort, croyez-moi. Ils sont d'une discipline remarquable. Moi, je connais assez bien Philippe Diallo, on en a parlé. Les joueurs de l'équipe de France, ils sont exceptionnels dans le comportement, dans le professionnalisme, parce que tu ne peux pas tricher dans le sport. Tu peux tricher. Moi, je peux arriver certains jours au dernier moment, en ayant peu travaillé le sujet, et ça se voit pas. Ça peut arriver. Au sport, tu t'entraînes pas pendant 3 jours au football, le 4e, tu le payes. C'est très exigeant, le sport. C'est un éveil chez l'enfant incarné. C'est-à-dire que l'on sollicite son intériorité, son esprit et son corps. C'est la même chose qu'il faut faire avec l'école. Bien sûr. On a des élèves en difficulté, on leur propose des voies de garage alors que la noblesse de l'artisanat est quelque chose. Mais il y a aussi des enfants qui réussissent très bien et il faut se battre avec les parents pour qu'ils deviennent des artisans. Il nous reste 45 ans.